Pour Aristote, une ontologie, c'est l'étude métaphysique de la nature, des êtres et de l'existence. Plus récemment, on a des définitions un petit peu plus près de notre réalité avec Gruber. Une ontologie va donc être la spécification d'une certaine conceptualisation qu'on se fait d'un domaine de connaissance. Il faut ici distinguer l'ingénierie ontologique et l'ingénierie des connaissances. Une ontologie va chercher à représenter le sens des concepts et des relations qui les lient. L'ingénierie ontologique ou d'ontologie recouvre donc un domaine plus vaste que l'ingénierie des connaissances. L'ingénierie des connaissances en soi couvre donc un domaine qui est relativement restreint. Cela va consister pour l'ingénieur en ontologie à identifier la tâche ou l'expertise exigée, à assembler le savoir et les connaissances, à décider du langage à utiliser, la logique du premier ordre par exemple, à encoder le savoir à propos du domaine, à encoder la description d'un problème particulier. Dans le Wympus, le domaine est très restreint. Le choix du vocabulaire serait assez facile. On aurait donc le temps, l'espace, les événements, les différents types de Wympus, il y en a plusieurs, les autres animaux, je vous ai parlé des chauves-souris, par exemple, leurs caractéristiques, les types de trous s'il y en a, les actions possibles de l'agent, ses attributs, ses actions, les croyances de l'agent dans une situation donnée. Dans un domaine plus complexe, la médecine ou l'ingénierie mécanique, par exemple, le choix du vocabulaire devient capital. Vous le décidez en collaboration avec des experts du domaine. Et la gestion de la complexité devient très difficile. Voyons un peu en quoi consiste la construction d'une ontologie. Elle consiste d'abord à identifier tous les concepts à représenter. Cette notion est centrale, car elle guide ce qui sera ensuite possible d'exprimer en termes de propriété et en termes de relations. On pourra ainsi définir la composante physique des objets, le caractère disjoint ou conjoint des concepts, les objets qui se composent d'autres objets, par exemple, un assortiment de pommes, c'est en soi un objet, mais c'est un objet qui est composé d'autres petits objets, les mesures, les substances, les actions, les situations et les événements. On va devoir donc incorporer la notion de temps. En logique propositionnelle, nous avons vu que pour incorporer le temps, il fallait avoir une proposition nouvelle pour chaque temps possible. En logique du premier ordre, on peut faire une quantification sur le temps. Dans un calcul des situations, on introduit le temps de manière détournée en décrivant les changements qui découlent des actions. Finalement, on peut procéder en ayant un calcul sur les événements où on va pouvoir quantifier à la fois sur les événements et sur le temps. Les ontologies permettent donc de décrire formellement les objets, les relations et les propriétés dans le monde. La logique sous-jacente est la logique du premier ordre, très souvent, mais celle-ci va être augmentée afin de distinguer le niveau terminologique et le niveau factuel. Pour simplifier et pour nous appuyer sur quelque chose que vous connaissez bien, on pourrait dire que le niveau terminologique, ce sont vos déclarations de classe, tandis que le niveau factuel, ce sont vos déclarations d'instance. À la différence, cependant, de vos classes et de vos instances, les logiques de description vont vous permettre d'exprimer directement les relations qui existent entre les classes de manière concise au travers d'un ensemble d'opérateurs. Ces opérateurs sont plus ou moins étendus selon la logique de description utilisée. La logique AL, par exemple, que nous verrons un petit peu plus loin, contiendra entre autres l'intersection de concepts et la quantification existentielle et universelle. Mais avant d'y plonger, nous ferons un bref retour en arrière. Avec les travaux de Minsky sur les frames, ceux de Kilian sur les réseaux sémantiques
et éventuellement l'incorporation de ces deux notions par Brackman et Smoltz dans leur fameux article couvrant le langage KL1. Jusqu'à présent, nous avons eu affaire à des systèmes basés sur des règles. Celles-ci ont une représentation symbolique et sont associées à un mécanisme d'inférence permettant de tirer des conclusions. Toutefois, les règles, comme vous avez pu le constater en faisant le premier laboratoire, les règles sont lourdes comme un moyen de codage de la connaissance relationnelle et de la connaissance sur les objets. Les gens ont de vastes connaissances de base pour faire face à toutes sortes de situations de la vie quotidienne. Nous utilisons aussi des connaissances par défaut pour gérer des situations lorsque nos connaissances sont incomplètes. On appelle ça faire l'usage du gros bon sens. Pour Kilian, les réseaux sémantiques deviennent une représentation de ce gros bon sens. Il représentait en fait le sens des énoncés. Le raisonnement s'applique dans les réseaux en effectuant des appariements sur des graphes. On utilise également les liens ISE et les liens ACO pour trouver des propriétés. Les liens ISE représentent l'appartenance. Les liens ACO représentent les sous-ensembles ou l'héritage de classe, comme on le connaît. Les valeurs par défaut et l'héritage sont les moyens de parvenir à un certain raisonnement de type gros bon sens. Pour utiliser l'héritage, on trouve d'abord la valeur pour trouver la valeur, par exemple, d'une propriété d'un objet quelconque, on regarde d'abord cet objet. Si la propriété n'est pas attachée à ce nœud, on remonte un lien ISE et ensuite les liens ACO. On répète l'utilisation de ces deux types de liens jusqu'à ce que la propriété soit trouvée ou que la hiérarchie soit épuisée. L'ensemble des choses dans un réseau sémantique sont appelés des types. Les objets individuels dans un réseau sémantique sont appelés des instances. Les réseaux, devenus au fil du temps des graphes conceptuels avec les travaux de SOA, permettent ainsi de représenter des états. Voici par exemple l'état « Je possède un fauteuil en cuir beige ». Donc on voit ici l'utilisation des liens ISE et des liens ACO. Donc le lien ISE est institué entre une instance et une classe, tandis que les liens ACO est institué entre une classe et une autre classe. Donc, un concept avec un autre concept. L'événement « Jean donne le livre à Marie » est représenté par le réseau sémantique suivant, où l'événement 27 est une sorte de don, dont le thème est le livre, dont l'agent est Jean, le livre étant une personne, Jean étant une personne et Marie étant la bénéficiaire de cet acte de donner. Finalement, un objet plus complexe, Bilbo trouve l'anneau magique dans la caverne de Gollum. Donc, on aurait le réseau suivant. Donc, événement 9, l'agent est Bilbo, le thème est anneau magique. C'est une sorte d'événement qui est une sorte d'événement trouvé. Il a eu lieu dans la localisation cave 77, dont le propriétaire est Gollum, et cave 77, c'est une sorte de cave. Hobbit héritant de la classe personne ici, et anneau magique 4, donc qui est donc une instance, est une sorte d'anneau. Les frames ou les cadres, comme on les appelle en français, mettent en œuvre d'une certaine façon les réseaux sémantiques. Ils admettent cependant l'ajout de procédures aux attributs. Un cadre a des attributs qui ont des valeurs, comme peut l'avoir une classe, mais un cadre peut être générique, à savoir qu'il peut décrire une classe d'objets, ou il peut être aussi une instance, à savoir il décrit un objet en particulier. Les cadres peuvent aussi hériter de propriétés des cadres génériques. Les démons sont rattachés aux attributs et provoquent en fait des effets de bord. Donc là, on a un petit peu une différence par rapport aux classes que vous connaissez déjà. Donc, ce sont véritablement des méthodes qui se déclenchent à des moments un peu particuliers.
Alors, voici quelques démons qu'on retrouvait dans les frames, qu'on retrouve encore dans le langage KL1 et les langages apparentés. Donc, if added, c'était une procédure qui était déclenchée lorsqu'une nouvelle valeur était ajoutée à l'attribut. If remove, c'était un démon qui était rajouté, une procédure qui était déclenchée lorsqu'une valeur était retirée de l'attribut. If replace, c'est une procédure, donc une méthode, qui était déclenchée lorsqu'une valeur était remplacée par une autre. If needed était déclenchée quand il n'y a pas de valeur actuelle dans le cadre de l'instance, c'est-à-dire que l'attribut n'était pas initialisé et que cet attribut était demandé par le programme ou par l'utilisateur. Donc, cette méthode offrait une façon de suppléer la valeur manquante, soit en demandant en mode interactif la valeur qui était nécessaire, soit en faisant un calcul de plus pour calculer la valeur. Dans le cas des calculs qui étaient complexes, c'était très utile parce qu'on faisait le calcul juste quand c'était nécessaire. Finalement, if new, c'est sans doute la méthode qui pourrait se rattacher à votre propre réalité lorsque vous faites la programmation objet. Ça peut s'apparenter donc à vos constructeurs. C'est lorsqu'un nouveau frame était créé, c'était la procédure qui était appelée. Voici un tout petit exemple de frame contenant le concept de cylindre. Le démon help ici serait déclenché lorsqu'il y a des erreurs sur l'intervalle des valeurs admissibles. Si la hauteur est demandée, par exemple, si vous voulez utiliser la hauteur dans un calcul, le démon if needed se déclencherait pour vous demander la valeur de celle-ci si la valeur, évidemment, de hauteur n'avait pas été initialisée. Dans le cas où on éliminerait la hauteur du cylindre, il faudrait évidemment éliminer aussi le volume du cylindre. Finalement, la principale différence entre les deux paradigmes, les frames et la programmation orientée objet, se situe au niveau du degré d'encapsulation. Pour le paradigme orienté objet, l'encapsulation est l'un des requis le plus important. La volonté de réduire les interactions potentielles entre les composants logiciels et donc de gérer de grands systèmes complexes est un facteur clé de la technologie orientée objet. Pour le camp des langages frame, cette exigence est moins critique. Ce qui est important, c'est le désir d'offrir une vaste gamme d'outils pour représenter des règles, des contraintes et la logique de programmation. Dans un monde orienté objet, tout est contrôlé par les méthodes et la visibilité des méthodes. Ainsi, par exemple, accéder à une valeur d'une propriété d'un objet doit se faire par l'intermédiaire d'une méthode d'accès. Cette méthode contrôle donc les choses telles que la validation des types et des contraintes sur la valeur étant extraite et définie sur la propriété. Dans les langues frame, ces mêmes types de contraintes pourraient être rendus de multiples façons. Les démons peuvent être définis pour être déclenchés avant ou après qu'une valeur ait été définie ou récupérée. Les logiques de description sont nées du besoin de formaliser la représentation des connaissances. Les logiques de description permettent de formaliser trois entités, les concepts, c'est-à-dire les classes, les rôles, c'est-à-dire les propriétés, les prédicats, et les individus, c'est-à-dire les instances ou les objets. Pour référer aux qualités expressives de chaque langage de description, on a recours à une convention d'appellation. La logique descriptive AL, pour Attributive Language, constitue le langage de base. Elle comprend la négation de concepts, l'intersection, la quantification universelle et, dans une certaine mesure, la quantification existentielle. La logique FL, pour Frame-Based Language, admet l'expression de restrictions sur les rôles, tandis que EL contient la quantification existentielle essentiellement. À ces trois logiques de base, on pourra rajouter des extensions. Entre autres, F pour les propriétés fonctionnelles, S pour admettre, entre autres, des rôles transitifs, H pour admettre hiérarchie sur les rôles, O
pour admettre que la valeur des objets soit des valeurs nominales, par exemple un pays défini avec des valeurs Canada, USA, France, Belgique, etc. I pour admettre les propriétés inverses. N pour pouvoir exprimer des restrictions sur la cardinalité des ensembles. Q pour pouvoir exprimer ces mêmes restrictions, mais de manière typée. Et R pour avoir des axiomes supplémentaires sur les rôles. Protégé, l'éditeur d'ontologie de Stanford, admet comme logique SHOIN, ce qui correspond à OWL-DL. OWL2 fournit l'expressivité de SROIQ, tandis que OWL Lite fournit l'expressivité de Schiff. C'est donc toute une ménagerie. Le moteur d'inférence dans les logiques de description s'applique donc sur deux environnements, ce qu'on va appeler les T-box, qui concernent la terminologie, donc la définition des classes, et les A-box, qui concernent les instances. Un exemple de raisonnement sur la T-box, c'est tous les employés sont des personnes. Donc, si j'ai quelqu'un qui est une personne, je vais pouvoir en déduire que si j'ai quelqu'un qui est un employé, je vais pouvoir en déduire qu'il est une personne. Donc, c'est vraiment un raisonnement au niveau des classes. Tandis qu'ici, ça va être un raisonnement au niveau des instances. Donc, si Jean est un employé, je vais pouvoir déduire que Jean est une personne. Donc, c'est un mix ici des deux. On va passer avec deux petits exemples qui ont été construits à partir du fichier menteur.clp que nous avons vu en JES. Ils sont construits donc dans Protégé, qui est donc un éditeur d'ontologie de l'Université Stanford. Le logiciel comprend plusieurs moteurs d'inférence que l'on peut installer sous la forme de plugins. À la base, il y a déjà deux moteurs qui sont là. Il y a Hermit et il y a Fact++. Le premier exemple qu'on va regarder, ça va être un exemple de raisonnement sur des classes d'équivalence, tandis que le deuxième, ça va être un raisonnement avec des implications. Nous voici dans l'environnement protégé. Le but, évidemment, ici, ce n'est pas de vous initier à protéger en profondeur, c'est simplement pour illustrer les concepts qu'on vient de voir dans les diapositives. Donc, je ne vous montrerai pas l'ensemble des possibilités ici au niveau de l'interface. On va se contenter de deux onglets en particulier, l'onglet Entité et l'onglet Individu. On va commencer par l'onglet Entité. Dans l'onglet Entité, en fait, ce que l'on retrouve, c'est la définition de votre hiérarchie de classe. Donc, à partir de Thing, qui est la classe la plus abstraite. Alors, je me suis mis quelques éléments. On va les regarder un après l'autre. Donc, je me suis déclaré une classe humain. Et ce qu'on trouve dans cette classe-là, mais on voit tout de suite qu'elle est une sous-classe de la classe Thing. Donc, subclasse ici, c'est vraiment un héritage. À remarquer le signe plus, on aurait pu faire hériter la classe humain de multiples classes. Donc, une grande différence avec la technologie orientée objet où on essaye de limiter les héritages multiples. Alors, on affirme ici, en fait, à propos de humain, que c'est une classe qui est absolument disjointe avec affirmation. On aurait pu ici mettre plus de contraintes à ce niveau-là, ou encore de ne pas mettre ce type de contraintes et d'avoir quelque chose qui pourrait être une intersection avec une autre classe. Donc, on voit ici qu'on a des concepts qui ne sont pas vraiment qui ne recouvre pas du tout le concept orienté objet, puisqu'on pourrait avoir éventuellement des intersections. Alors ça, c'est ma classe humain. J'ai mes classes d'affirmation, donc c'est ce que mes menteurs ou mes sages disent. Puis j'ai des propriétés, soit une personne est un menteur ou soit une personne est un sage. Alors, lorsque j'ai défini la classe philosophe, je vais l'enlever ici, pour vous montrer ce que ça donne. Donc, quand j'ai défini la classe philosophe, j'ai simplement dit que c'était une sous-classe d'humain. Comme vous voyez ici, il y a une instance Socrate, on va y revenir tout à l'heure, et c'est une classe qui est disjointe avec la classe des politiciens. Alors, en fait, ce que j'ai fait ici, j'ai rajouté
les sages. Et donc, je vais me retrouver ici avec les philosophes sont l'équivalent des sages. Et ici, j'ai fait la même chose pour les politiciens. Les politiciens sont l'équivalent de menteurs. Finalement, si on regarde nos propriétés menteurs et sages, on va retrouver notre équivalence. On va trouver de quelle sous-classe à quelle sous-classe ça appartient. Donc, c'est la sous-classe de propriété. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, ça va être nos individus. Alors, parmi les individus, on va ouvrir tout ça. Pour le moment, je n'ai rien comme mensonge, je n'ai pas aucune vérité. J'ai un philosophe qui est ici Socrate. J'ai un politicien qui est Couillard. Alors, je vais aller voir dans les menteurs. Comme vous pouvez le constater, je ne retrouve pas Couillard et ici, je ne retrouve pas Socrate. Ça va donc être la tâche du moteur d'inférence de faire ce type de raisonnement. Alors, je vais démarrer le moteur. Évidemment, il n'y avait pas beaucoup de travail à faire ici. Alors, on va regarder ici qu'est-ce qui s'est passé. Alors, comme vous pouvez le constater, tout ce qui est en blanc, c'est des choses qui étaient là au départ. Et tout ce qui est en jaune, c'est des choses qu'a inféré le modèle. Donc, pour ce qui est de philosophe, étant donné qu'il y a une classe d'équivalence avec sage, c'est donc une sous-classe d'humain, mais il en a déduit que c'était aussi une sous-classe de propriété, donc il y avait un héritage à ce niveau-là. Pour ce qui est des politiciens, il a aussi comme sous-classe maintenant inféré, c'est la sous-classe propriété. Si je vais maintenant dans les... on avait, comme vous saviez au départ, dans les philosophes et les politiciens, on avait Couillard et Socrate. Donc ici, si je vais maintenant dans les menteurs, vous voyez qu'il a déduit que Couillard est un menteur. Même chose, il a déduit que Socrate est un menteur. Il en a déduit ici au niveau des classes que la propriété sage héritait aussi de la classe humain. Alors, dans ce deuxième exemple, j'ai conservé l'équivalence politicien-menteur, mais pour ce qui est des philosophes, je les ai définis un petit peu différemment. Donc, j'ai dit que c'était évidemment la sous-classe d'humain, ici. Et ici, on voit une expression logique. Alors, je peux peut-être vous laisser un petit 3 minutes pour essayer d'imaginer ce que ça signifie. Essayez de voir ça comme une implication et vous allez comprendre qu'il s'agit d'une règle d'inférence que nous avons vue en JES. Donc, la règle, elle s'exprimerait en disant si on est philosophe, alors on est un sage. Donc, c'est vraiment une règle d'inférence que je suis en train de donner ici. Contrairement à l'autre qui est ici, qui est une classe d'équivalence. Alors, on va regarder quelle est la différence entre les deux. Donc, on va aller voir nos objets déjà en partant. Donc, parmi les philosophes, on trouve Socrate. Parmi les politiciens, on trouve Couillard. Évidemment, ici, j'en ai rajouté un, je vais faire bonne mesure. Je me suis rajouté un sage qui était Confucius. Donc, vous voyez que dans les philosophes, Socrate, je répète encore. Dans les politiciens, Couillard, pas de menteur ici, mais un sage. Donc, on revient aux entités et on va démarrer le raisonneur. Donc, si on revient sur nos philosophes ici, il en conclut qu'un philosophe hérite aussi des sages. Parmi les membres, il en conclut que Socrate est là, il était déjà là. On va aller voir dans les sages, et là, il en a déduit que Socrate était aussi un sage. Donc, on voit l'effet ici de la règle d'inférence. Par contre, si on regarde Confucius, il n'en a pas déduit que c'était un philosophe. Et c'est bien ce que la règle dit. Finalement, au niveau de l'équivalence entre menteur et politicien, ça fonctionne comme précédemment, c'est-à-dire qu'il en déduit que Couillard est aussi un menteur.